et vous comprendrez la difficulté ô combien est-elle lorsque on a un artiste où c'est la première fois qu'une de ses pièces va passer en vente. Combien ça vaut ? La réalité, c'est que personne ne le sait. Les 100 plus grands artistes qui sont suivis depuis 20 ans, plus de 20 ans. Oui, depuis les années 80, oui, c'est sûr. Surperforme l'indice Standard & Poor's 500. Si je permets de faire un parallèle avec l'immobilier, c'est un peu comme si on avait créé des SCPI de l'art. Je ne sais pas où sera l'action Tesla dans 10 ans, mais je sais que dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. J'ai toujours pensé que mêler coût personnel et investissement était une très mauvaise idée et que c'était souvent la meilleure des manières de surpayer un actif. Mais ce qui est vrai pour l'immobilier l'est peut-être moins sur d'autres classes d'actifs, et en l'occurrence sur le marché de l'art, marché sur lequel on va se pencher aujourd'hui. J'entends de plus en plus de bonnes nouvelles, des nouvelles positives sur le marché de l'art depuis quelques temps, la dernière en date étant la vente la semaine dernière d'un Picasso, La femme à la montre, pour 139 millions de dollars, la deuxième plus grosse vente du peintre espagnol à date. Mais comment fonctionne le marché de l'art et quelles opportunités peut-on y trouver ? Pour le découvrir, je reçois justement un duo d'invités sur le podcast cette semaine, Arnaud Dubois, conseiller dans l'achat et la revente d'œuvres d'art, et François Carbone, co-fondateur de la plateforme de crowdfunding Anaxago. Les deux ont décidé d'allier leurs forces pour lancer Matisse Club, une plateforme de club deal spécialisée dans l'art qui permet de se positionner sur des œuvres à fort potentiel à partir de 20 000 €. Au cours de la conversation, on verra comment se forme la valeur sur le marché de l'art, comment fonctionne l'écosystème, quels sont les principaux acteurs, leur rôle, les réseaux de distribution, comment s'organise le partage de la valeur aussi au gré des transactions, comment l'art se distingue d'autres classes d'actifs, comment il se comporte au gré des cycles économiques, où trouver les anomalies de marché aussi, quelle fiscalité s'applique, et comment Arnaud et François comptent révolutionner ce marché avec Matisse Club, et quel type d'expérience et de rendement ils proposent aux investisseurs. Un épisode qui va sans doute faire changer ton regard sur le marché de l'art et qui te donnera des billes, ou peut-être même envie d'y placer des billes. Je t'avoue que j'étais fortement moi-même tenté d'y mettre un ticket à l'issue de l'entretien, tant les arguments ont été, je trouve, convaincants. Avant de démarrer, un petit mot de remerciement aux personnes qui soutiennent le podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ce sont ces avis qui permettent au podcast de monter dans le classement et d'être toujours plus visible des personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci à Eric, Julien, Florian, Joël, Papy Puge pour les commentaires cette semaine. Je sais que pour certains d'entre vous, vous m'écoutez sur d'autres apps que sur Apple Podcast, sur Deezer notamment. Et vous avez fait donc l'effort d'aller emprunter l'iPhone de votre femme, votre mari, votre collègue pour rédiger un avis sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On atteint maintenant 618 avis sur la plateforme et on est donc sérieusement en route pour les 1000 avis. Un grand merci à vous tous. Allez, sur ce, place à notre découverte du marché de l'art avec Arnaud et François. C'est parti. Salut Arnaud, salut François, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. On va parler investissement dans l'art aujourd'hui. Un thème qu'on n'a jamais abordé sur le podcast, donc je suis très impatient de démarrer la conversation avec vous deux. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être chacun de votre tour qui vous êtes, quel est votre parcours? Toi d'abord. Allez. Ah là, c'est déjà un vieux couple, toi d'abord, non, c'est toi moi. Avec plaisir, je m'appelle Arnaud Dubois, j'ai 37 ans, j'ai fondé une société qui s'appelle Arnaud Dubois Associates en 2013, donc c'est un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille. Et cette société, elle avait pour vocation de conseiller des clients dans l'achat et la vente de leurs œuvres d'art. Alors on achète des œuvres d'art pour 3 raisons. Pour des raisons artistiques, évidemment, celles qui sautent aux yeux, qui sont évidentes pour tout le monde, pour des raisons sociales, qui sont rarement avouées, et pour des raisons financières. Assez rapidement, on a développé une clientèle de clients qui nous sollicitaient pour des raisons qui étaient essentiellement financières. Les œuvres ont été achetées et rapidement, ces œuvres ont été revendues. Et on s'est rendu compte que nos clients faisaient des plus-values qui étaient conséquentes en diversifiant leur patrimoine avec une durée de détention qui était relativement faible. Et l'autre chose, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert, c'est que les pièces, on les revendait par l'intermédiaire de professionnels du marché de l'art, donc des galeristes et des marchands. Et ces gens-là avaient des pièces en confié, qui étaient celles de nos clients pour vente. Et plus les montants des œuvres achetées par les clients étaient importantes, plus les œuvres confiées étaient... c'était autant d'argent que ces galeristes et ces marchands n'avaient pas à débourser. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que ces professionnels avaient tout intérêt à travailler avec nous parce qu'ils avaient à discrétion des dépôts d'œuvres importantes à des prix qui étaient conséquents, où ils n'avaient pas à faire
deux des trois métiers du marché de l'art, c'est-à-dire sourcer, acheter, mais se concentrer sur la vente. Alors, en 10 ans, on a fait plus de 600 transactions. J'adore mon métier de conseil, mais c'est difficile de conseiller un client sur de l'achat en qualité d'investissement lorsqu'il a des montants qui sont un peu faibles, qui sont un petit peu faibles parce qu'il ne gagnera pas suffisamment en sécurité, pas suffisamment en liquidité et par extension pas suffisamment en performance. Donc on a pour beaucoup de clients dit non, désolé, on ne va pas travailler ensemble ou on verra plus tard. Et donc ça fait des années que je réfléchis à comment déployer les montants de mes clients tout en gardant des clients qui n'avaient pas des centaines de milliers d'euros à investir, à les déployer sur de l'investissement en art en préservant les intérêts de l'investissement et les intérêts de l'investisseur. Et on s'est rencontré avec François il y a un peu plus d'un an maintenant. Il va se présenter, il va parler de son activité et je suis sûr que vous allez voir les liens qui sont hyper évidents entre l'expertise qui est la mienne et les compétences qui sont les siennes. Donc François, moi j'ai 34 ans et la seule expérience professionnelle que j'avais avant, c'était d'avoir développé Anaxago, que j'ai cofondé il y a plus de 10 ans, en 2012. Anaxago, c'est un acteur majeur de l'investissement alternatif, principalement sur les club deals immobiliers et aussi sur les club deals en venture qui se concentrent sur les séries A, les séries B. Donc les tours de financement entre 3 et 10 millions d'euros pour des startups. En 10 ans, on a amené un secteur à se développer énormément, qui est le secteur du financement participatif. Et on a amené la boîte de 0 à plus de 15 000 investisseurs particuliers, avec une ligne de conduite, c'est qu'on permettait à des dizaines, des centaines de personnes d'aller faire des deals qu'ils ne pouvaient pas faire seuls. Donc le métier, c'était aller chercher les meilleurs deals possibles, les structurer, c'est toujours le métier, et de rassembler des investisseurs. Au bout de 10 ans, moi j'ai eu l'opportunité de cash out et de quitter mes fonctions. Comme j'avais presque 33 ans à l'époque, j'ai eu envie de m'acheter cette liberté-là. Et à titre personnel, ce qui m'a amené à la rencontre avec Arnaud et à développer Matisse, c'est que j'ai voulu investir une partie de mon patrimoine dans l'art. Et en étant néophyte, juste avec l'envie de le faire, et en commençant à aller voir autour de moi les personnes qui pouvaient me conseiller sur ces sujets-là. Donc on m'a conseillé d'aller voir des galeries, d'aller voir des différentes personnes. Et en fait, quand je rencontre Arnaud, c'est la première personne qui a un discours que je comprends, dans le sens où j'entends la passion et l'expertise sur la valorisation des œuvres et de ce qu'ont pu produire les artistes, mais j'entends aussi la valorisation financière, ce qui me rassure énormément quand j'ai une démarche d'investissement dans des œuvres, que ce soit pour collectionner ou que ce soit pour acheter en vue de revendre. Et donc déjà, on accroche bien, et en plus d'accrocher, on commence à phosphorer sur des idées de business comme ça arrive souvent, et on observe assez vite qu'entre ce que faisait déjà sur quelques deals Arnaud auprès de ses clients, à savoir des indivisions où les clients se rassemblaient avec leur cercle d'amis pour aller sur des œuvres un peu plus importante au sens un peu plus cher, tout simplement. Moi, c'est une mécanique que je connaissais extrêmement bien, parce qu'en fait, je dirigeais le marketing, l'équipe commerciale et l'équipe tech chez Anaxago. Et donc, toute la mécanique de distribution d'un produit d'investissement alternatif auprès de dizaines, de centaines de personnes, c'était mon quotidien. Et donc, assez vite, on voit qu'il y a une opportunité de marché énorme de développer Matisse, qui a l'ambition de donner accès à des œuvres majeures d'artistes du XXe siècle à un public d'investisseurs qui n'est pas averti et qui va à la fois apprendre sur les œuvres et les artistes, apprendre sur comment est-ce qu'on peut bien faire l'achat et la vente d'œuvres d'art et essayer de porter au monde la connaissance sur comment est-ce qu'on peut faire des deals intelligents dans l'art. Ouais, t'avais raison Arnaud, tout à fait complémentaires les deux profils. c'est complètement ça. Je voulais, justement, c'est cool qu'on ait vraiment vos deux profils et qu'on puisse justement comprendre l'offre Matisse, peut-être dans une deuxième partie. Vraiment sur une première partie, ce que je pouvais vous proposer, c'était de comprendre déjà peut-être le marché de l'art tel qu'il est connu, jusqu'à aujourd'hui traditionnellement en fait, comment il s'organise et comment mieux le comprendre, et puis après venir justement à Avec plaisir, je pense que c'est la très bonne question. C'est toujours commencer par comment se forme la valeur dans ce marché et les questions qu'on
On a tous au bout de la langue, ici et ailleurs, j'en doute pas, qui est en fait comment valorise-t-on une œuvre d'art, comment fait-on le prix. On a affaire à des actifs qui sont uniques, et donc comment estimer les œuvres. Avec évidemment l'idée que si on sait l'estimer, et si on est même capable de comprendre comment se forme la valeur, alors on sera presque capable, presque comme un démiurge, d'anticiper la valeur future. Alors la valeur d'une œuvre, elle se crée au carrefour des institutions culturelles et au carrefour des institutions financières. Dans les institutions culturelles, nous avons les musées, les fondations d'art, les critiques d'art, les conservateurs de musées, etc. Des gens qui ont un rapport institutionnel et qui viennent délivrer ils font office de prescripteurs de la valeur artistique, et sont des gens qui nous disent c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art, et parmi les artistes et les œuvres d'art, ils vont hiérarchiser, ils vont dire que Frans Hals a du talent et que Titien a du génie. Alors évidemment, ça se répercute sur la valeur, et dans l'art ancien, c'est compliqué parce qu'on mettait du temps avant de produire des pièces, et les œuvres sont relativement uniques. Il se trouve que dans le XXe siècle, on a affaire à des artistes qui ont beaucoup travaillé par série, et du coup, un tableau est assez interchangeable avec un autre tableau. Je vais prendre l'exemple de Warhol. Warhol a fait 2700 fleurs dans les années entre 64 et 65. Il va en faire jusqu'à 90 fleurs par jour à la fin de 1964. Et donc, sur ces plus de 2500 fleurs, globalement, une pièce vaut une autre pièce qui vaut une autre pièce qui vaut une autre pièce. Donc, l'importance de Warhol, elle est fondamentale. Ces fleurs ont une place prépondérante dans le travail d'Andy Warhol. Maintenant, quid de la valeur financière ? La valeur financière, je vous le dis, elle est déterminée par les marchands, par les galeristes et par les sociétés de vente aux enchères. En son temps, Adam Smith comparait le marteau du commissaire-priseur avec la main invisible, avec l'idée qu'il y avait un marché, qu'à l'instant T où était opérée une vente, il y avait une certaine efficience de marché et que le prix de l'œuvre valait tant. Comment, et c'est là que c'est très compliqué dans notre activité, c'est comment réunir et faire coïncider une valeur artistique avec une valeur financière. Alors, dans un monde idéal, et la théorie fonctionne toujours en théorie, en pratique, la théorie fonctionne un petit peu moins. Dans un monde idéal, la valeur financière est corrélée à une valeur artistique. Et dans l'immense majorité du temps, c'est vrai. C'est vrai. Picasso, Warhol font partie des artistes les plus chers du monde, mais parce que c'est les artistes les plus fondamentaux, les plus importants qui ont marqué notre civilisation et occidentale pour aujourd'hui et pour demain. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que parfois on se retrouve avec des artistes qui n'évoluent que dans une zone de marché importante, large, même internationale. Je pense à des artistes comme Cause ou comme Banksy. Et pour autant, il y a très peu de représentation institutionnelle. En d'autres termes, il y a peu de représentation muséale et on a des prix en millions de dollars. Pour nous, on regarde ça avec énormément d'attention et pour autant, si on observe comment fonctionne le marché, on ne se positionnera pas. On n'aura pas de velléité d'acquisition sur ces artistes parce qu'on n'a pas de valorisation artistique suffisamment forte, puisqu'on regarde l'histoire de l'art en phare pour nous. Et sans une valorisation artistique, on n'ira pas s'intéresser à ces artistes. L'inverse est vrai parfois aussi. On a des artistes qui sont extrêmement importants, qui ont marqué aussi leur histoire ou qui ont été pour beaucoup d'entre eux des artistes à artistes, des artistes qui ont influencé d'autres artistes qui eux ont connu des destinées financières très importantes. Et pour autant, ces artistes-là n'ont pas le marché escompté. Alors il y a des raisons à ça. Parfois, il n'y a pas assez d'œuvres. Donc pas assez de marché, on ne peut pas alimenter le marché. Parfois, les pièces sont trop éparpillées ou il n'y a pas de stock suffisamment conséquent qui intéresserait un marchand. Donc il y a plein de raisons, mais dans la majorité des cas, on a une correspondance entre
une valeur artistique et une valeur financière. Et la valeur, j'allais dire, financière, vous prenez un artiste comme Warhol, il a fait 70 000 œuvres. Vous prenez un artiste comme Picasso, il en a fait plus de 50 000. Donc pour nous, comment est-ce qu'on vient étudier la valeur financière d'une œuvre? Eh bien, on regarde les résultats de vente passés. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans l'immobilier, quelqu'un qui s'intéresse au marché de l'immobilier dira, regardez les prix, les résultats des notaires et les prix au mètre carré moyen dans le quartier, aux alentours, si vous voulez, de l'endroit où il habite, et il vous dira, tiens, sur 10 ans, on fait une étude économétrique et on voit globalement des prix qui ont un peu augmenté, un peu baissé, etc. Il met en parallèle tout ça avec le prix de l'immobilier en France et ça lui donne une idée. Nous, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on regarde les dizaines de milliers de résultats de vente aux enchères depuis plus de 70 ans. J'insiste sur ça parce que c'est quand même un marché sur lequel il y a un track record qui est très ancien, si vous voulez. Donc on a de la visibilité, on a un marché qui est très pérenne, qui est très construit, qui est très profond sur ces artistes-là. On regarde les prix, on regarde, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des artistes qui travaillaient par série, et donc quel vaut le prix d'une fleur de Warhol? Ça vaut le prix d'une autre fleur de Warhol, qui vaut le prix d'une autre fleur de Warhol, etc. etc. Et sur les 2700 fleurs, il y a eu plusieurs centaines de fleurs qui sont passées en vente aux enchères depuis leur première création en 1964. Donc nous aussi, on est capable de faire quasiment un prix au centimètre carré par fleur qui est passé en vente. Et donc, ça nous donne une idée extrêmement probante, extrêmement proche de ce qu'est la valeur d'une œuvre de Warhol, parce qu'on a tout un antécédent d'œuvres qui nous permet, de résultats qui nous permettent de dire, une fleur, ça vaut entre tant et tant. Et notre métier avec Matisse, et c'est un petit peu là la conclusion, c'est que notre métier avec Matisse, une fois qu'on sait valoriser, on va avoir deux leviers de captation de la valeur. Soit on fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on spécule sur les marchés à venir, et pourquoi pas, on spécule à tous les endroits, sur le marché immobilier, sur nos marchés financiers. Déjà ça, tu vois que les 100 plus grands artistes qui sont suivis depuis 20 ans, plus de 20 ans... depuis les années 80, oui, c'est sûr. Surperforme, c'est des choses un peu bateau, mais qui donnent des indicateurs. Surperforme l'indice Standard & Poor's 500. C'est pas les mêmes mécaniques, il n'y a pas autant de liquidité, on peut amener plein d'éléments de critique à ça. Mais quand on regarde sur la durée, sur 25 ans, il y a une performance qui est 5% supérieure annuelle par rapport à des indices de référence. Et donc c'est déjà juste suivre les prix et la spéculation, l'augmentation des prix, le marché de l'art qui fait des petites vagues en fonction des hauts et des bas des cycles économiques, mais rien que ça surperforme des indices boursiers qui sont les références quand on veut fixer des étalons. Mais à côté de ça, et c'est ce que tu allais dire, à côté de ça, la façon dont on fait le métier est un peu différente. On veut aller chercher la plus-value différemment, mais je te laisse en parler. Évidemment qu'on n'est pas bête et on a une capacité à anticiper la valeur future sur certains artistes. Mais parce qu'il y a plein de choses, parce qu'on sait bien qu'une exposition de tel artiste va avoir une renommée sur le marché, la carrière de l'artiste, etc., que l'artiste qui vient de rentrer dans une grosse galerie va avoir une incidence, etc., etc. Mais aussi, il y a une autre façon qui nous paraît la plus évidente, la plus essentielle, c'est de battre le marché à l'achat. Ouais. Non mais c'est clair que quand tu bats le marché à l'achat, déjà tu as la sérénité de savoir que au mieux tu peux faire encore quadrupler ou doubler cette plus-value, au pire tu as déjà la marge que tu avais par rapport au prix du marché, mais on en revient au même point de quelle est la valeur du marché, quelle est cette fameuse valeur. Donc finalement les historiques de vente, ça c'est clair que c'est l'élément qui met tout le monde d'accord finalement, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, je trouve, par rapport à l'immobilier notamment, de trouver la valeur, dans le sens où moi, je te parle d'un point de vue investisseur immobilier, donc forcément c'est un peu biaisé. Il y a cette valeur, cette idée que dans l'art, il n'y a pas forcément cette utilité que tu peux avoir de loger des personnes. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai une question qui est un peu l'inverse. À ton avis, combien de temps un marchand d'art détient une œuvre entre le moment où il l'achète en moyenne, où il la vend à un collectionneur? Je dirais 2 ans. C'est exactement ça. T'es exactement là-dedans. Il y a 85% de chances qu'il liquide la pièce dans les 2 ans après son acquisition. Donc il y a 85% des œuvres qui ont intégré le stock d'un marchand qui est vendu dans les 2 premières années, sachant qu'il y a une œuvre sur 2 qui est vendue la première année. Donc c'est un marché où il y a une liquidité
qui est, pour le coup, supérieur au marché de l'immobilier, parce que c'est un bien meuble, et aussi et surtout parce que c'est un bien qui évolue sur un échiquier international. C'est-à-dire que ton appartement... c'est peut-être important de le préciser, c'est fondamental. On va sur des œuvres qui sont au-delà de 500 000, voire $1 million. Et en fait, on est sur un marché qui concentre la valeur du marché de l'art et qui concentre les transactions des opérateurs sur ce marché, que sont les grandes galeries qui vont valoriser ces œuvres. Et c'est aussi une raison d'être, c'est pour ça que je veux le préciser, c'est une raison d'être de Matisse, qui est de donner accès à un portefeuille d'investissement d'œuvres majeures. Et quand on dit œuvres majeures, si on doit mettre un chiffre derrière, on permet de se constituer une collection de bouts d'œuvres, mais la collection pourrait valoir des dizaines de millions d'euros. Donc en fait, se constituer une collection de dizaines de millions d'euros, pour ça, il faut avoir des niveaux de fortune qui dépassent les 50, les 100, voire beaucoup plus. Et ces œuvres-là, en fait, elles constituent la dynamique du marché de l'art, que ce soit pour les sociétés de vente aux enchères, pour les grandes galeries. Et c'est évidemment les opérations les plus regardées. C'est vrai que le parallèle avec l'immobilier est assez simple à faire, puisqu'on a tous des référentiels immobiliers. En fait, on est sur le marché de l'haussmannien parisien, on est sur le marché du quartier d'affaires. Donc on est sur un marché qui, de toute façon, définit et structure la dynamique et la valeur de tout le reste du marché. Ouais, je crois que François a raison, et c'est important d'insister sur ce point-là. C'est-à-dire que marché de l'immobilier, parler du marché de l'immobilier comme on parlerait du marché de l'art, ça n'a pas plus de sens que l'on étudie en réalité les tickets de l'auto-gagnant. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les 200 plus grands artistes dans le monde qui ont une profondeur de marché qui évolue sur un échiquier international. C'est fondamental de le dire, c'est-à-dire qu'une pièce, lorsqu'elle est achetée, lorsqu'on la revend, elle ira à Londres, à Tokyo, à Paris, à Hong Kong, à New York. Donc, et il y a aussi le fait que si on tout saute un petit peu à Paris, il y a forcément un endroit où il fera beau et où le ciel sera bleu. Par conséquent, on a une internationalisation de ce marché qui donne un prix qui est assez juste en réalité à un instant T. Non, mais évidemment, enfin, ce que je comprends, c'est que vous êtes vraiment sur cette niche, comme tu l'expliquais, l'allégorie de la similitude avec du patrimonial, quoi, finalement, des Avenue Haussmann, etc. Donc ça, c'est évident que là, on a moins de chances de se planter quand on va dans ces niches-là, en fait, où il y a la liquidité du marché international, il y a la visibilité, il y a aussi une certaine sécurité. Il y a le track record, il y a l'antécédent, bien sûr. Des pièces qui se sont vendues déjà, donc voilà, la chance qu'elles se vendent, elle est assez grande. Et ça, c'est vrai que c'est important. Est-ce qu'on peut voir comment l'écosystème du marché de l'art, en fait, comment alors, pour comprendre qui achète, qui vend, comment ça se passe? Alors, les acteurs du marché de l'art sont les suivants. On a... alors, si on commence en amont de la création, sans parler de notre marché, qui est ce qu'on appelle le second marché, par opposition au premier marché, qui sont le marché des artistes vivants, des œuvres qui sont produites et qui sont confiées la plupart du temps. Le schéma, il est le suivant, il a été développé à la fin du 19e siècle à travers des grands marchands d'art, ou des grands galeristes, où on a des producteurs, des artistes. Pardon, mais c'est des producteurs. C'est des producteurs, donc on a affaire à des artistes qui produisent des œuvres. Ces gens-là, ils ont des coûts afférents à leur coût de vie, à des coûts de production, un atelier, de la peinture, un bloc de marbre, etc., etc. De la fonte, etc. Ces œuvres sont produites, elles sont ensuite confiées à quelqu'un qui va en faire la promotion. Traditionnellement, depuis les années 60, c'est un galeriste. Donc, on a un galeriste qui va recevoir des œuvres en dépôt, qui, elle, n'aura pas immobilisé de trésorerie pour acheter l'œuvre d'art, qui va récupérer le dépôt, par contre, qui va organiser sa vente, qui va organiser sa rareté, qui va organiser sa promotion. Et en échange de ça, ils vont partager, traditionnellement, c'est 50-50, entre un artiste producteur et un galeriste distributeur. Une fois que l'œuvre est vendue, elle est vendue à qui? Elle est vendue à un collectionneur. Le collectionneur, il a rarement la vocation de revendre l'œuvre d'art, ou en tout cas pas tout de suite, et ses motivations d'acquisition sont essentiellement artistiques, intellectuelles. En gros, on a quelqu'un qui est heureux de vivre avec son tableau et qui l'a dans son salon au-dessus de sa cheminée. Ce collectionneur, il se trouve qu'un jour, il a transmis son œuvre d'art, ou il souhaite s'en séparer parce qu'il a changé la couleur de son canapé. Je plaisante évidemment, un peu, mais pourquoi pas? On n'est pas obligé de manger
des Cacho et Pépé tous les jours et d'écouter Bach. On a le droit d'écouter Chopin aussi, ou Booba, comme on veut. Et donc, ce collectionneur se sépare de son œuvre. Et au moment où il se sépare de son œuvre, là, on rentre dans un circuit dit de second marché, comme une seconde main. Il peut soit représenter la pièce à son galeriste, sauf que le galeriste, lui, il a accès à des œuvres qui ne payent pas, donc il aura peu intérêt à récupérer cette pièce pour vente. Il n'a pas de raison d'immobiliser de la trésorerie, là où il peut ne pas le faire d'un côté. Ça, c'est vrai lorsque les artistes évoluent sur un échiquier plutôt local. Lorsque les artistes évoluent sur un échiquier qui est très international, se déploie ou se développe un second marché, et donc des prix en conséquence de ce truc-là. Et forcément, on a des galeristes qui sont tentés parfois de racheter les œuvres parce que c'est opérer une raréfaction de l'offre, parce qu'il y a une demande qui est extrêmement élevée, parce que l'artiste va lui aussi travailler avec d'autres galeries, et donc ce galeriste n'a pas nécessairement accès à suffisamment de stock, et parce que ça fait plaisir aussi à son client collectionneur avec lequel il pourra retravailler et éventuellement lui revendre autre chose. Dans un schéma plus traditionnel, la pièce est présentée en vente auprès d'une société de vente aux enchères. Donc le travail d'une société de vente aux enchères, c'est de recevoir des œuvres en dépôt, d'organiser la mise en vente de ces œuvres. Donc un commissaire-priseur tape. Alors commissaire-priseur, il faut le dire, c'est important. C'est des officiers du ministère public. C'est-à-dire que c'est des gens comme des notaires qui vous donnent un prix à un instant T. Il y a une vente. Clac, le prix vaut tant et le prix de telle œuvre. Et c'est des prix qui sont publics. Les clients particuliers ont peu accès à ces informations, en tout cas ils ne savent pas vraiment où aller les chercher, mais c'est gratuit et c'est public, donc vous avez tous la possibilité d'aller regarder le prix de la dernière fleur de Warhol qui s'est vendue en vente chez Christie's. Et sur une moitié du marché seulement, parce que ces prix publics, en fait, c'est sur à peu près 30 milliards de volume de transactions par an sur les sociétés de vente. Il y a aussi l'équivalent qui est fait par des galeries. Et là, les prix, tu totalement les connaîtras jamais. Ouais, c'est du gré à gré. D'accord. Donc il y a une partie du moitié qui est du marché qui n'est pas visible. Celle qui est visible, c'est bien la traduction de l'offre et la demande par le commissaire-priseur ou... Oui. On pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est leur métier. Oui, tout à fait. Alors c'est pas des vendeurs, hein, c'est pas des acheteurs des vendeurs, c'est des opérateurs de vente. Mais oui, c'est ça. On a affaire à des gens qui organisent des ventes aux enchères. Leur boulot, c'est de récupérer un maximum de marchandises, de lots. On appelle ça des lots. Ils récupèrent ces lots, ils créent une vente aux enchères d'art contemporain, une vente aux enchères de tapis, une vente aux enchères de céramique. Ils organisent des sessions de vente. Et puis, lorsque les pièces passent en vente, évidemment, ils ont alerté le plus d'acheteurs à travers le monde. Il y a des agrégateurs qui permettent d'être alertés lorsque un tableau de Warhol va passer en vente, etc. Donc, il y a une certaine efficience de marché qui se crée. Mais c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que si le prix... Parce que le commissaire-priseur s'engage à ce que... Pardon, tu as raison de me poser la question. En fait, il y a une estimation. Il y a une estimation de vente. Et on va voir après comment se fait l'estimation de la vente aux enchères, mais tu as raison. Donc la pièce passe en vente aux enchères, et puis elle est rachetée soit par un client particulier, un collectionneur, soit par un marchand d'art. Ou par personne. Il y a à peu près entre 10 et 15% des lots qui sont invendus. Et souvent, lorsque c'est invendu, c'est parce qu'il y a un problème d'estimation, et on voit juste après comment est-ce qu'on estime l'œuvre d'art. Évidemment, vous pensez bien que si c'est un marchand qui a racheté la pièce, comme tout le monde, il a pour vocation de le revendre, il va immobiliser sa trésorerie, il va marger, et il va expliquer au client final que la meilleure façon d'acheter une œuvre, c'est de l'acheter avec son cœur. Ça te fait rigoler, mais parce que toi, tu investis dans l'immobilier et tu as une valeur d'usage. Mais le client qui achète son tableau, n'oublions pas qu'il est pour lui, c'est très sérieux. Il est très heureux de vivre avec sa pièce. Même au-delà de ça, le marchand... Et elle a du sens dans sa collection. On prend le parallèle immobilier depuis tout à l'heure. Le marchand de biens immobiliers qui achète en bloc un immeuble dans le 9e arrondissement à 7 000 € du mètre carré, il va peut-être faire uniquement les parties communes en rénovation et le revendre à 12 000 du mètre carré à la découpe. Ça choque personne qu'il ait réalisé une marge entre les deux et qu'il ait juste fait un coup de peinture et nettoyé un escalier ou rebossé un escalier. Alors, le marchand d'art, je sais que le marchand d'art, il peut aussi saisir des opportunités dans lesquelles cette fameuse fleur de Warhol dont on a parlé, il l'a saisie à un prix de X, alors que tout le marché des fleurs de Warhol vaut 1,5X.
Donc c'est aussi leur travail de valoriser les œuvres et de saisir des opportunités et les anomalies de marché quand ils sont habitués à... Alors, comment se fait l'estimation en fait de l'œuvre? Donc d'abord, il y a une estimation qui est ce qu'on appelle une fair value. On a affaire à des œuvres d'art où il y a des résultats de vente aux enchères. Évidemment, c'est plus facile lorsqu'on a un artiste qui est consacré, avec lequel il y a déjà des résultats de vente aux enchères. Et vous comprendrez la difficulté ô combien est telle lorsque on a un artiste où c'est la première fois qu'une de ses pièces va passer en vente. Combien ça vaut? La réalité, c'est que personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc ça, c'est très compliqué. On parle, nous, de ce qu'on connaît et ce qui nous concerne, c'est-à-dire des artistes qui sont consacrés par l'histoire de l'art et par le marché. Et ces artistes-là, il y a suffisamment de track record pour qu'on sache assez précisément, comme les prix au mètre carré, comme l'immobilier, de combien est-ce que ça vaut. Ça, c'est la fair value. Ensuite, il y a deux autres façons d'estimer. Évidemment, le marché, le travail du commissaire-priseur, c'est d'embarquer le plus de monde possible dans le wagon et de pousser la locomotive. Donc, ce qu'il veut, c'est créer de la concurrence entre les acheteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un prix d'appel et on demande une estimation volontairement basse pour attirer les petits malins comme nous. Sauf que, dans l'immense majorité du temps, ça fonctionne très bien et le prix se réajuste, voire parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, crée une dynamique qui fait que c'est des prix qui sont beaucoup plus élevés. Une fois de temps en temps, rarement, mais c'est possible. Et on est là. Il se trouve que les prix ne sont pas le prix qui aurait dû être escompté, et là, il y a une bonne affaire. Et nous, notre métier, c'est de la saisir. Et puis, une troisième possibilité, et malheureusement, c'est ce qui fait souvent les 10-15% de lots invendus en vente aux enchères, c'est quelqu'un qui a des attentes qui sont trop élevées par rapport au prix de l'œuvre, trop élevées parce que soit il l'a payé trop cher, et donc il veut un peu moins perdre, soit parce que le marché a baissé, soit tout simplement il a des attentes trop importantes en termes de réalité de marché. Et à ce moment-là, il y a des grandes chances que le prix du tableau soit invendu. Dans un instant, on verra ce qui pourrait faire chuter le marché de l'art, comment Mathis s'y prend pour sourcer des œuvres à bas prix, et quel est l'impact d'un investissement dans l'art pour la fiscalité. À tout de suite. Ouais, c'est très fin, c'est très complexe quand même, c'est dynamique, il faut avoir l'expérience aussi pour comprendre. Quand tu parles de la valeur même, et on en revient toujours un peu à la valeur et sourcer au prix faible, les techniques, on va dire, tu vas pas nous donner toutes les techniques, tes secrets aujourd'hui, mais comme c'est finalement sur des ventes aux enchères qui peuvent être, sur des œuvres internationales qui peuvent être dans des pays différents, etc. Qui sont dans des pays différents. Ouais. Mais il faut aller dans des places où il y a peu. Alors, c'est un des sujets, parce que dans le métier de Mathis, il y a en fait trois éléments très importants du sourcing des œuvres. Il y a les ventes aux enchères, et là, le métier, c'est d'être l'œil de Moscou de toutes les... Je n'aurais pas dit ça, mais on voit l'idée. Oui, Moscou en ce moment, de toutes les œuvres qui passent partout dans le monde et de voir celles qu'il faudrait arbitrer. Et en fait, il y a 10% des lots qui sont potentiellement une bonne affaire à saisir. Donc c'est un métier de données, c'est un métier d'expertise dans lesquels on va saisir des arbitrages et des opportunités de marché. Mais ça, c'est une des jambes sur lesquelles on marche. On en a trois. Voilà, on est un espèce d'animal mutant. La deuxième sur laquelle on marche, c'est l'achat auprès de collectionneurs privés. Et en fait, un collectionneur qui détient une superbe œuvre, il n'a pas forcément envie de faire l'acte d'aller dans une vente publique pour l'exposer, potentiellement avoir le risque qu'elle soit invendue, potentiellement avoir le risque qu'elle soit pas au prix auquel il l'escomptait, et puis aussi avec des frais vendeurs et des frais acheteurs qui font qu'il y a un delta entre le prix qu'il veut et le prix auquel le prochain collectionneur va l'acheter. Et ça, c'est une deuxième partie de notre métier. C'est le delta, pardon, est 30%. Le delta est 30%, donc pour nous c'est déjà une marge qu'on compresse. Et ça, c'est le deuxième moyen de sourcing dans le marché de l'art, pour nous, en tout cas, c'est d'aller auprès de collectionneurs, d'aller acheter de gré à gré en privé. Et la troisième, qui est aussi importante, parce que par rapport à ta question sur le fonctionnement de ce marché de l'art, toi Arnaud, en préambule, tu disais qu'il y avait trois métiers essentiels au marché de l'art. C'est vrai, c'est sourcer, porter les fonds et revendre. Et en fait, on travaille aussi beaucoup avec des galeries
qui travaillent des œuvres et des artistes de second marché, donc qui ont déjà une phase où ils sont valorisés par les institutions, par une base de collectionneurs large, qui s'achètent et qui se vendent régulièrement tous les ans par une base de collectionneurs très large, comme je viens de le dire. Et ceux-là, eux, ce qu'ils vont chercher, ces galeries, c'est à désengager leur bilan, c'est un peu financier, en partie, mais je te laisserai préciser dans les bons termes, Arnaud, pour continuer de faire leur travail qui est de bien valoriser les œuvres et les artistes. Et on leur apporte des œuvres d'artistes qu'ils ont l'habitude de représenter, des œuvres qu'ils ont l'habitude de présenter à leurs collectionneurs, sans qu'ils aient à porter le financement eux-mêmes. C'est moins de dégager leur bilan que de ne pas charger davantage leur bilan. Mais l'idée, elle est là. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un galeriste qui achetait une œuvre immobilisait sa trésorerie. Et ce que dit François, c'est fondamental et c'est la clé du succès de notre activité, il me semble. Lorsque vous avez un petit stabilier de Calder qui fait 12,5 cm, c'est une pièce qui s'échange entre 250 et 450 000 $. Donc maintenant, vous voulez faire une exposition Calder, un peu conséquente, avec des gouaches, des stabiliers, des mobiles. En fait, c'est une exposition, si vous voulez la porter, qui va vous coûter 20 millions de $. Donc, comprenons bien que dans un marché où les professionnels du marché de l'art n'ont pas accès à la dette, et ça, c'est une des différences fondamentales avec le marché de l'immobilier, c'est qu'il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art. Toi, tu sais, et nos auditeurs le savent, que le prix au mètre carré des baraques qu'ils achètent coûterait évidemment infiniment moins cher s'ils n'avaient pas accès à la dette. Le marché de la dette a plusieurs avantages, et parmi celui-ci, c'est qu'il permet l'industrialisation d'un marché. En ce sens, le marché de l'art est relativement artisanal dans sa façon de fonctionner, et on l'aura compris, les professionnels du marché de l'art sont des gestionnaires de leur propre patrimoine. Ils achètent avec leurs fonds, ils revendent à leurs bénéfices. Il n'y a pas eu d'ailleurs des tentatives de changer ça, parce que la valeur étant réelle, on va dire, et il y a suffisamment de track record de liquidité qui fait que on peut s'adosser dessus pour lever de la dette. Il n'y a jamais eu de tentative de... C'est très compliqué de la part de l'administrateur public d'être capable de valoriser, je parle de ça parce que en son temps, le serpent de mer de l'ISF revenait tout le temps, en particulier en cette période d'octobre où se tenait la FIAC. On posait la question d'intégrer les œuvres d'art dans l'assiette taxable de l'ISF, et évidemment que la réponse de l'administrateur public, c'est on ne sait pas valoriser l'œuvre d'art. C'est beaucoup trop complexe. Donc, comme ils n'ont pas cette expertise-là... Quelques banques le font, quelques acteurs le font, mais c'est très marginal. En fait. C'est très marginal. Les titres privés, ils prennent leur risque eux-mêmes et puis... Ils ne prennent pas de risque de conseil. Il n'y a pas de risque de conseil. Et ils font appel à des experts extérieurs pour se dédouaner d'à peu près tout. Mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ces professionnels du marché de l'art avancent leur propre trésorerie, et que cette trésorerie, si on veut exister sur un échiquier international, a besoin, en plus d'une expertise, elle a besoin d'être extrêmement importante. Et l'intérêt de notre activité, il est exactement là. C'est de faire coïncider les envies d'investissement, les envies de diversification, les envies de gain d'un client particulier, d'une institution bancaire, financière, avec les besoins financiers d'un professionnel du marché de l'art, tout en alignant les intérêts communs. L'un achète le moins cher possible, l'autre vend le plus cher possible. Et on a une rentabilité, si vous voulez, qui intéresse tout le monde, parce que on vient indexer le besoin de l'un avec le besoin de l'autre. D'accord, ouais, c'est un petit peu mettre de l'huile dans les rouages, en fait, alimenter, permettre aux galéristes aussi de faire tourner son stock, parce que finalement, c'est quand même cette histoire de ne pas mobiliser trop pour pouvoir continuer à avancer. Et vous proposez justement d'alimenter, de lui faire gagner du temps et de l'argent sur la recherche sur le sourcing. Oui, on est tous les deux entrepreneurs avec François, et tous les deux, on a la conviction qu'en fait, un modèle économique, il est pérenne et il est puissant à condition que tous les partis soient intéressés, autant le potentiel acheteur que le potentiel revendeur. Et nos acheteurs sont nos clients investisseurs, mais les distributeurs, vous vous rendez compte, ils n'ont plus de cash à sortir. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec des dizaines, des centaines de millions d'euros d'œuvres d'art à vendre sans avoir immobilisé
1 euro de cash. Donc en fait, ils sortent du risque. Les galeristes, c'est ça? Mais le galeriste, aujourd'hui, vous achetez un tableau de basilic des années 80, vous allez payer 2,5 millions comme tout le monde. Ouais. Imaginons demain qu'avec Matisse, on achète cette pièce à 2,5 millions, on émet des obligations, elles sont accessibles à partir de 20 000 euros. Donc un client particulier, avec 100 000 euros, il a mis 20 000 dans un basilic, 20 000 dans un soulage, 20 000 dans un Kessaring, 20 000 dans un Basquiat. Vous voyez, il est extrêmement diversifié lui-même. Ce tableau est acheté, il est confié pour vente auprès d'un professionnel du marché de l'art qui n'a pas sourcé, qui n'a pas immobilisé de trésorerie, par contre qui va le revendre et qui est intéressé dans la plus-value du client. En gros, on liquéfie le marché. On apporte non pas de la trésorerie, on apporte des œuvres. Mais qu'est-ce qui fait la fortune du galeriste? C'est clairement les œuvres qui, demain, il n'aura plus besoin de porter. Donc autant on a un professionnel qui est en demande de ça, et ça revient à la question du sourcing de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on rencontre ces pièces? Évidemment qu'on les rencontre en vente aux enchères, évidemment qu'on les rencontre auprès de clients collectionneurs qui souhaitent vendre. Mais il est évident qu'on les rencontre aujourd'hui auprès de professionnels du marché de l'art qui nous disent vous savez quoi, moi je travaille avec Soulage, je présente des soulages en foire, et ils se trouvent dans les salons, etc. Et il se trouve que on m'a proposé un nouveau tableau, mais j'ai pas 2 millions à sortir. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, on va t'aider. C'est vraiment le côté cuisine, et ça rend l'expérience d'investissement hyper plaisante pour nos clients, parce qu'ils vont avoir la vie de l'œuvre dans laquelle ils ont investi, qui va se balader. Une des premières œuvres qui ont été achetées par 23 investisseurs sur une œuvre dont on ne peut pas trop parler, mais qui est allée à la TEFAF à New York, qui est allée à Art Basel, à Bâle, qui sera à Paris, dans le courant du mois d'octobre. Là, c'est la semaine de Paris Plus, et qui sera présentée. Et en fait, ils voient leur œuvre se balader dans le monde, dans les plus grandes foires, qui sont valorisées par la galerie avec laquelle on travaille, en vue d'être vendue dans les mains du collectionneur qui aura envie de l'avoir dans sa collection. Ouais. Donc ça rend aussi l'expérience assez plaisante, parce que oui, on n'a que un bout et une part de cette superbe œuvre de Klein ou de Kusama ou d'autres artistes qui sont extrêmement importants, mais on voit aussi, on vit un peu au rythme de ce marché de l'art à l'occasion des grandes foires internationales, etc. Si je permets de faire un parallèle avec l'immobilier, c'est un peu comme si on avait créé des SCPI de l'art. C'est un peu ça. C'est un peu comme si on travaillait avec un marchand de biens, sauf que le marchand de l'art n'aurait pas accès à la dette. Il aurait accès, à la dette bancaire en nom propre, il aurait accès à du financement de particuliers. C'est ce que fait le crowdfunding, de toute façon, même l'immobilier, en fait, finalement, ou qui permettent soit de financer tout à fait l'opération, soit de prendre juste les fonds propres, en fait, demander un financement à la banque, refinancer les fonds propres. C'est exactement ça. Sur l'immobilier, dans le financement participatif, je connais très bien ce marché-là. Et quand on l'observait, on voyait qu'il y avait à peu près 2 milliards de financements d'opérateurs professionnels à apporter en France par an, qui correspondaient à peu près aux fonds propres qu'ils engageaient pour que les banques leur fassent confiance. Et l'année dernière, c'est un marché qui faisait à peu près 1,3 milliard de financement, en France uniquement, qui a un petit peu d'espace pour la croissance là-dessus. Et en fait, c'est ça, c'est désengager les opérateurs immobiliers là-dessus. Et en fait, ce qu'expliquait Arnaud sur la valorisation des œuvres et aider les galeries à continuer à amplifier le métier qu'elles font déjà extrêmement bien, c'est là-dessus qu'on se positionne. Comment est-ce que ça s'organise? Du coup, c'est peut-être un bon moment de parler de Matisse et un petit peu d'aller dans le process, en fait. Comment vous avez réussi à fractionner justement ces œuvres-là, et d'un point de vue de l'investisseur, en fait, à quoi il a droit, quel risque il va porter, en fait, comment ça fonctionne peut-être? Alors on a réussi un tour de force récemment qui est d'obtenir un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers, qui nous permet de nous diffuser partout en Europe sur de l'investissement fractionnel, une partie des œuvres d'art. Donc ça peut sembler bête et simple à dire, mais en fait, il y a 2 ans, vous vouliez créer un produit d'investissement dans des œuvres d'art, vous aviez à peu près une seule solution, c'est de créer un fonds, et ce fonds, il aurait été privé, sans publicité, réservé uniquement auprès d'investisseurs avertis. Depuis une nouvelle réglementation, je ne vais pas trop aller dans le détail, qui date de 2022, on peut le faire.
et on a trouvé un trou de souris dans lequel aller pour pouvoir le faire à l'échelle européenne. Donc ça, c'est sur pourquoi est-ce que Matisse peut exister en 2023. Et de manière très concrète, comment est-ce que ça se passe? Il y a une première étape qui est essentielle dans le métier, qui est de se sourcer et de faire la plus-value achat. Et ça, c'est les équipes art qui sont menées par Arnaud qui vont au sourcing. Et on en a déjà parlé sur l'achat des œuvres et qui travaillent dès l'achat les canaux de revente. On a parlé des galeries aussi. Donc ça, c'est toute la mécanique liée aux achats. Ces œuvres sont logées dans une société qui détient l'œuvre, qui en a la propriété. Et cette société va émettre des titres, émettre des obligations auprès d'investisseurs qui peuvent être souscrites à partir de 20 000 € par personne et qui permet de réunir des dizaines, voire des centaines de personnes sur cette œuvre-là. Des milliers, on espère. Et sur les plus grandes œuvres, peut-être des milliers. Et à partir de ce moment-là, l'œuvre vit sa vie de valorisation, donc va aller dans les plus grandes galeries du monde pour être présentée et à l'occasion de foires, à l'occasion de présentations auprès de collectionneurs. En tant qu'investisseur, on est informé, on vit cette vie-là de l'œuvre jusqu'au moment de sa revente. Et à sa revente, c'est très simple à nouveau, c'est les obligations qui répliquent complètement, moins les frais, la performance qu'aura pu rendre l'œuvre d'art. Donc une œuvre qui est achetée 500 000 €, qui est revendue à 750, 800, 1 million d'euros, va répercuter cette performance pour les investisseurs qui pourront allouer. L'avantage, c'est que le cycle de vie de l'œuvre n'est pas réglé à l'avance. On a parlé du délai d'achat et de vente des marchands. En fait, tous les ans, il y a des bonnes nouvelles qui sont apportées, et c'est ce qu'on veut inciter nos clients à faire, c'est de se répartir sur 5-10 œuvres, parce qu'en fait, tous les ans, ils auront une bonne nouvelle et une revente qu'ils pourront réemployer, faire autre chose avec, etc. Et en fait, quand on regarde l'historique d'achat, de vente et de performance des équipes d'Arnaud, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, une œuvre, elle est détenue pareil 2 ans, tout comme un marchand, et c'est normal, parce qu'en fait, le travail est fait auprès de ces galeries, auprès de ces marchands. En moyenne, la performance, elle est de 30% net de tout frais. Et au-delà de ces moyennes-là, surtout ce qui est intéressant, c'est que la première année, il y a un quart des œuvres qui se vend en 6 mois. Et donc, en fait, ça offre des bonnes nouvelles. Il y a aussi un quart des œuvres qui sont vendues en 3 ans, ou en 3 ans et demi, 4 ans. Mais ça offre des bonnes nouvelles et ça permet d'avoir une petite poche de liquidité qu'on fait tourner et qui peut être un petit boost de performance aussi, parce que il n'y a pas beaucoup dans l'univers des placements, et je m'y intéresse beaucoup, de mécaniques et de produits qui permettent comme ça de faire des coups sympas dans des délais qui peuvent être de cet ordre-là. Donc c'est 20 000 € de revenus, de tickets d'entrée, c'est ça? Exactement. 20 000 €. On touche aussi des intérêts, puisque c'est des obligations. Donc tout le long du process, on touche des intérêts, ou c'est juste à la revente qu'on va toucher en fait le rendement? À la revente, on touche le rendement, et c'est je rentre dans la technique, mais j'essaie de faire le plus simple possible. C'est une prime de non-conversion. D'accord. Et cette prime-là, elle est calculée sur la plus-value de l'œuvre. Voilà. Ça permet aux investisseurs d'avoir exactement moins les frais, la performance de l'œuvre, et ça permet que le véhicule qui sert à l'acquisition ne soit pas chargé en taxes entre les deux. L'investisseur, lui, paye son impôt sur la plus-value, mais le véhicule entre les deux est efficace. Je serais content d'ajouter un point, parce qu'on parle de plus-value, etc. Et c'est fondamental, on parle à des clients qui sont investisseurs, mais nos clients, et toi qui aimes ça, qui a une appétence pour l'immobilier, et en France on a beaucoup d'appétence pour l'immobilier, on a cette appétence-là pour... Évidemment, il y a le récurrent, il y a le loyer, il y a tout ça, mais il y a aussi la valeur résiliente de ce marché, à travers sa valeur d'usage. Je ne sais pas où sera l'action Tesla dans 10 ans, mais je sais que dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Oui, j'ai aucun problème avec ce truc-là, c'est une conviction qui m'est chevillée au corps. Et quand on voit qu'aujourd'hui, le tableau le plus cher au monde, c'est un tableau de Léonard de Vinci qui fait $1,5 milliard, pardon. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui se dit, est-ce que j'achète une nouvelle tour à Manhattan? Non, désolé, j'en ai déjà 10. En fait, je vais m'acheter un tableau à la place. Concrètement, c'est comme ça. Donc, cette personne, lorsqu'elle fait ça, elle n'est pas folle, et elle le fait aussi parce qu'il y a un intérêt financier derrière. Donc, j'insisterai sur l'objet de diversification de l'actif, sa résilience de marché,
parce que l'œuvre d'art est un actif tout à fait atypique, c'est un bien meuble qui résiste à l'inflation, etc. Et je pense que c'est pertinent de le rappeler. C'est clairement une valeur, sur les œuvres très importantes, c'est clairement une valeur refuge en fait. Oui, et vous avez du coup de l'historique justement là-dessus par rapport au cycle, notamment. On peut imaginer que comme l'or, en fait, c'est un peu valeur refuge. Est-ce que vraiment ça se vérifie réellement ou... Ouais, moi j'ai une vision assez précise de ça parce que c'était mon mémoire sur tous les investissements dans les œuvres d'art ou les fonds qui ont été créés, etc. et sur la résilience de ce marché, notamment par rapport aux crises. Globalement, le marché de l'art met entre 1 an et 2 ans pour retrouver sa valeur d'avant-crise. Donc, je vais être très sincère maintenant, on a pour nous un market timing qui est fantastique parce qu'on pense qu'on va avoir des opportunités de marché qui vont être extraordinaires, que les gens qui vont nous faire confiance, qui vont acheter avec nous, vont vendre dans les 2 ans dans des conditions extraordinaires et que l'immense majorité de notre activité, elle va consister à dire à des gens qui vont être frileux des investissements parce que tout baisse, de dire en fait c'est parce que ça baisse que c'est maintenant qu'il faut acheter et qu'on a une bonne opportunité à saisir pour les années futures. Mais c'est assez surprenant à quel point en fait, parce que quand on observe l'évolution de ces prix-là, on voit que ça, comme toutes les valeurs refuges, certaines valeurs refuges montent quand tout baisse, mais soit ça baisse moins vite que les autres, soit c'est stable. Et quand on regarde, je parlais d'un historique de 25 ans, donc il y a premier indicateur de quand tu regardes cette période-là, c'est la crise des années 2000. Ensuite, il y a 2009. Ensuite, il y a la crise du Covid. Et en fait, par exemple, pour 2009, alors que la fortune des milliardaires sur cette période-là a fondu de presque 50%, tu regardes que sur 100 plus grands artistes, sachant que dans cette liste, tu as aussi des artistes assez spéculatifs, ça baisse, je crois, de 15 ou 20% maximum. Et c'est récupéré et dépassé en moins de 24 mois derrière. Et donc, c'est aussi un actif, c'est assez comment dire, peu connu, ou ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est vrai que c'est un actif qui tient bien sa valeur. Assez simplement parce que c'est un actif qui aussi peut être plus simplement retiré du marché pendant les 1, 2, 3 années de crise et revenir sur le marché, et c'est un marché d'offres. C'est un marché qui est très très vite monopolistique. Tu donnais l'exemple des fleurs de Warhol. Il se trouve qu'un collectionneur qui détient plusieurs fleurs, il va assez rarement être en position d'être obligé de vendre dans une période de crise. Et donc il va aussi retenir ces actifs-là parce qu'il sait que la valeur à long terme, elle va se tenir, elle va avoir même augmenté. Et donc dans ces périodes de crise, tu es aussi auprès de personnes qui sont les plus en capacité de garder leurs actifs en attendant que le gros temps passe. Contrairement à d'autres types d'actifs qui sont les premiers qu'on va céder, parce que c'est les premiers qu'on va utiliser pour... Après, de manière très concrète, en 2008, lorsque le marché financier dévisse, le marché de Picasso, de Warhol fait plus 150%. Hein. Ça, c'est une réalité qui est très concrète. Ouais, parce qu'il y a aussi crise et crise. C'est-à-dire, pour moi, je vois l'idée qu'une crise comme le Covid, personne ne se voit. Les gens qui aiment bien socialement avoir le tableau derrière leur canapé... C'est très différent. Tout le monde a tellement bien travaillé pendant le Covid. Ah oui. C'est une meilleure année. De loin. Ouais. C'est l'année où les... Non, sans blague, pour nous, c'est notre meilleure année. Tous les professionnels du marché de l'art n'ont jamais autant bien travaillé que pendant le Covid. C'est l'année où la transaction moyenne était autour de... Avant ça, c'était autour de $100 000. Ouais. Et c'est l'année où c'est passé autour de 200 000. Incroyable. Donc, Et donc, fait, je crois, plus 40 ou 50%, un truc comme ça. Ouais. Et ouais, j'essaie de penser à qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une baisse du marché de l'art, dans le sens où c'est beaucoup lié aux capitaux. Tu parlais de crise, mais c'est par rapport au marché. Alors, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est forcément... n'oublions pas, je reviens dessus, mais c'est qu'on étudie des tickets de l'auto gagnant. C'est-à-dire que on observe une raréfaction de l'offre. Parce que vous êtes sur le haut du panier, vous, de toute façon. On est sur le haut de panier, les artistes ont plus mal aux dents et vont plus produire de nouvelles pièces, on va pas en découvrir beaucoup de nouvelles, il y en a peut-être 2-3 qui n'ont pas été authentifiées, qui sortent de là et puis c'est super, etc. Mais globalement, Soulage va pas produire de nouveaux tableaux et les œuvres sont déjà répertoriées. Donc on n'a pas beaucoup de sujets
là-dessus. Par contre, il y a de plus en plus d'œuvres de Soulages qui vont rentrer dans des musées. Il y a de plus en plus de d'expositions de Soulages qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe dans un marché où le monde globalement s'enrichit, où il y a de moins en moins d'offres et où il y a de plus en plus de demandes? Ça crée un effet ciseau avec une augmentation mécanique des prix vers le haut de ces artistes. Donc ça, c'est incontestable. Effectivement. Et où le temps renforce l'attrait de ces plus grands artistes aussi. Oui, bien sûr. Donc il y a un premier sujet qui est qu'effectivement ça dépend de la masse monétaire disponible mondialement. C'est incontestable. C'est-à-dire qu'effectivement quelqu'un qui a moins de cash, il achètera probablement a priori un peu moins de tableaux. Toutefois, on a affaire à des objets qui sont uniques, qui placent leurs propriétaires dans des situations qui sont monopolistiques. Et quand on voit moi, je ne suis pas un fou de football, mais j'imagine que le transfert d'un joueur comme Pelé n'était pas celui de Zidane, et celui de Zidane pas comme Ronaldo. Et qu'aujourd'hui, quand on a un joueur comme Mbappé qui peut coûter 200 millions de dollars, en fait, finalement, un tableau à 200 millions de dollars, c'est pas si con que ça. Non, il y a peut-être quand même crise de 29, vraiment tout le monde, plus personne n'a d'argent, on vend tout ce qu'on a, y compris les tableaux. C'est dans ce scénario-là. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. En 29, non, c'est vrai, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en 14, les crises, on les connaît. Effectivement, en 18, il a fallu attendre 18, 19 pour retrouver les chiffres d'avant 14. Pareil pour la crise de 29, en 32, c'était réglé. En 50, on avait les prix d'avant 1940. En 74, c'est pareil. 90. Crise de 90, c'était un petit peu plus longue. Il a fallu attendre 95 avant de retrouver. Mais bon, le CAC a toujours pas retrouvé son numéro de sa valeur de 90. Pourtant, entre-temps, le monde s'est enrichi et le marché de l'art a explosé. Il y a aussi autre chose on va pas. Il y a quand même un truc, c'est pas la pierre philosophie. C'est aussi un marché qui a des hauts, des bas, des dynamiques, etc. Donc oui, une œuvre peut baisser, oui, ça peut suivre des vagues, etc. Mais là-dedans, ce qui est intéressant surtout, c'est que tu as des dynamiques de marché qui sont un petit peu différentes d'autres classes d'actifs. Et en fait, qui ne sont pas complètement exactement. Et qui évoluent sur un marché très mondial. Très mondial, c'est pas négligeable ça. Et c'est le point qui est extrêmement important, c'est que le marché est tout de suite international. Les personnes qui viennent et qui assistent et qui achètent aux différentes foires internationales, en fait, c'est les mêmes personnes partout dans le monde qui voyagent à l'occasion de ces foires-là, et c'est un marché qui est déjà à l'achat et à la vente extrêmement international. Et donc ça, c'est un des points, mais tu en as plein d'autres. Et c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu le disais, c'est décorréler d'autres types de marchés. C'est ce qui fait qu'on a souvent cette question en ce moment, parce qu'en ce moment, le marché est un peu fébrile, tous les indicateurs sont en train de bouger très vite, donc on se demande ce que vont faire les marchés, on observe ce que font les marchés. Et en fait, pareil, au moment du Covid, tu pouvais te poser la question légitimement, en fait, au moment du Covid, ça s'est tenu. Ça s'est tenu extrêmement bien, alors que tu as des valeurs boursières qui faisaient... Vraiment, ça s'est tenu. Ça a augmenté. Ça a augmenté. C'était une pente légèrement en hausse sur les prix des œuvres d'art d'artistes importants, alors que le marché faisait moins 30, moins 50, et on se demandait même si c'était la fin du monde. Donc c'est ce qui est intéressant. Après, là-dedans, oui, tu peux... C'est quoi les grosses variations qu'ont connues le marché en fait, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de variations. C'est-à-dire que les variations... En fait, il y a moins de variations à la baisse qu'il y a une contraction de l'offre. C'est-à-dire que si on regarde le chiffre d'affaires, on dit, au lieu d'habitude, il y avait 500 millions, aujourd'hui, il va y avoir 400 millions. Mais il suffit, en fait, d'un gros tableau pour passer de 400 à 600, et il suffit d'un tableau en moins pour, en fait, faire bouger le chiffre d'affaires global. Par contre, un chiffre d'affaires global, c'est un peu comme ce qu'on a observé pendant le marché de l'immobilier, pendant le Covid. C'est fondamental de comprendre ça. Ça ne veut pas dire que le marché de l'immobilier parisien avait baissé. Par contre, on ne pouvait pas faire d'achat de vente parce qu'on ne pouvait pas faire de visite. Donc, en fait, il y avait une contraction de l'offre. Donc, quand on regardait les chiffres d'affaires, clairement, il était en bas, il était en berne, vraiment. Par contre, quand on regardait les prix au mètre carré, il ne bougeait pas. Ouais. C'est le vrai truc, parce que les plus grosses études sur le marché de l'art qu'on a, notamment celle du BSR de Basel, montrent les évolutions des chiffres d'affaires et pas des valeurs des œuvres et des artistes. Tant qu'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de valeur. Mais tu peux avoir un volume de transactions plus bas, c'est ce que tu soulèves, un volume de transactions plus bas, mais des prix de transactions unitaires sur des œuvres importantes qui passent, qui continuent de monter ou de se tenir. Et
C'est vrai, prenons l'exemple, mais un peu bête, mais on parlait tout à l'heure de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, le jour où il vend son tableau 450 millions de dollars, bah, en fait, il fait partie des top 10 des artistes les plus chers du monde, avec le chiffre d'affaires le plus élevé. Sauf que Léonard de Vinci, il a fait moins de 20 tableaux, donc on ne va pas en retrouver de sitôt. Entre-temps, il y a combien d'œuvres de Léonard de Vinci qui sont passées en vente? 0. Est-ce que le marché de Léonard de Vinci a baissé? Non. Juste, il n'y a pas d'œuvre. C'est ça aussi qui est un petit peu tricky, qui est un peu complexe dans tout ça. C'est que c'est pas. On parle de liquidité par rapport au fait que c'est international et qu'il y a la visibilité. C'est pas des marchés locaux, mais à côté de ça, effectivement, c'est pas du flux de transactions continu en fait. Non. C'est du marché de gré à gré quand même, ou même en vente. Mais je veux dire, c'est des transactions qui sont à un moment donné. Il faut vraiment qu'il y ait un vendeur et un acheteur en face. Donc ça limite un peu la visibilité, qui est compensée par le fait qu'il y ait pour le haut du panier de le produit sur lequel vous travaillez, et énormément de visibilité à l'international. Après, il y a un enjeu aussi qu'on n'a pas cité, c'est que l'œuvre d'art, c'est aussi une religion, ça devient une religion moderne. Tu fais la queue pour aller à la Fondation Vuitton, pour aller voir une exposition. Plus personne fait une queue d'1 heure pour aller à la messe. Donc ça, c'est important de le dire, parce que il y a le nombre de collectionneurs ces dernières années a explosé. Les gens ont commencé veulent se meubler. Il y a beaucoup de sites internet qui se sont créés pour vendre des objets d'art, même accessibles à quelques milliers d'euros. Mais monsieur tout le monde veut vivre aujourd'hui avec un objet décoratif qui s'apparenterait socialement à ce qu'est une œuvre d'art. Donc le nombre de collectionneurs a cru de manière stratosphérique, et surtout il s'est mondialisé. Le besoin en œuvres d'art s'est mondialisé. Si vous allez chez Dior aux Champs-Élysées, vous avez des œuvres de Niki de Saint-Phal. C'est comme ça, si vous voulez. Les collaborations qu'il y a eu avec Kusama et Vuitton sont des collaborations mondiales. Quand vous avez une exposition, pareil, vous avez un défilé de Vuitton, il y a des grandes chances que vous ayez Daniel Buren qui est curaté le show, curaté le défilé. Donc tout ça, ça n'existait pas il y a 30 ans. Ça s'est renforcé considérablement avec l'idée que l'œuvre d'art est le bien le plus contemporain et le bien artistique, socialement, le plus important. Oh, tu t'en es convaincu, on l'entend bien. Je t'ai entendu dire, donc sourcer évidemment à bas prix, c'est première chose, mais je t'ai entendu dire à un moment donné sur une œuvre d'art en particulier, par exemple la réflexion, le marché n'est pas encore mature pour la sortie, du coup, pour la revente de cette œuvre. Donc évidemment, on joue plutôt le sourcing à prix bas et on n'anticipe pas une hausse tout le temps, mais ces éléments dont tu parles, c'est ça qui, pour toi, sont les premiers drivers, les leviers de croissance de la valeur d'une œuvre d'art? Qu'est-ce qui te fait rendre optimiste pour certaines... C'est incontestable que d'abord, la première des choses qu'on va faire, c'est battre le marché à l'acquisition. Ça, c'est une règle qui est fondamentale. Et pour nous, c'est une règle fondamentale dans tous nos investissements, dans tout ce qu'on fait. On bat le marché à l'achat parce que d'abord, c'est rassurant pour nos clients. C'est rassurant pour nous. Et ça nous permet, si potentiellement, ça devrait aller pas aussi bien que ça devrait aller, en fait, ça va pas si mal que ça. Donc c'est pour ça qu'on n'opère pas on n'a jamais opéré une moins-value en plus de 10 ans d'existence. Donc ça c'est une partie. L'autre partie, pour répondre à ta question, on a des éléments extérieurs qui nous laissent supposer des variations. Pourquoi? De prix. Pourquoi? Parce que, je te disais tout à l'heure, que la valeur d'une œuvre, elle se crée au carrefour des institutions culturelles et au carrefour des institutions financières, et qu'il est incontestable qu'une exposition conjointe de Jeff Koons à Pompidou d'un côté et au château de Versailles de l'autre va avoir une incidence sur le marché. Nous, notre boulot, c'est d'avoir ces éléments, c'est de les connaître. C'est de savoir ce qui va être en galerie, qui va être exposé. C'est de savoir que tel artiste va avoir un intérêt. Regardez, si on prend un exemple qui nous est assez français, qu'on comprendra, on a vu le marché de Pierre Soulages augmenter ces 15 dernières années de manière exponentielle. On achetait un tableau de Soulages 300 000 € il y a 15 ans, un grand tableau de grand format, un bel outre noir. Aujourd'hui, le même tableau, il vaudrait 2 millions. Évidemment que tout le monde, à l'époque, quand ça valait 100 000 et que c'est passé de 100 à 300, les gens se sont dit, mais la plus-value est faite. Et puis il y en a qui les ont captés quand même à 300. Et puis c'était difficilement des marchés réarbitrables à ce moment-là. Donc c'était dur de dire à un client, vous savez quoi, achetez ce tableau, on ne bat pas le marché à l'achat,
mais on a une visibilité en pensant que le marché va augmenter. Il se trouvait que on était en train de parler de la création d'un musée Soulages. Il se trouve que Soulages, quand on le compare à ses homologues anglo-saxons, les grands américains qui sont fondateurs de l'art abstrait dès 1944, c'est extrêmement tôt, 44-45, c'est les tableaux de Pollock, c'est les tableaux de Roscoe, ça va être les tableaux de Franz Klein. On a affaire à des tableaux qui peuvent dépasser 100 millions de dollars. Pourquoi est-ce que Soulages, en fait, plafonnait à des records à 3, 4, 5, 6 millions d'euros? C'est intéressant de se poser la question. Alors on ouvre les catalogues raisonnés, on regarde où est-ce que les tableaux ont été vendus, on dit ah ben tiens c'est marrant, Soulages dans les années 50, il travaille avec Coutts aux États-Unis, grand marchand d'art, on voit qu'il y a un sacré paquet de tableaux qui sont passés par là, on voit que c'est les plus beaux tableaux, on se dit mais en fait les gens qui ont dû acheter ces tableaux-là, ils ont dû aussi acheter les Pollock, et en fait les tableaux Soulages sont dans des mains privées aux US, dans des très bonnes collections. Et ces tableaux ne sont pas passés en vente. Où est-ce qu'ils sont? C'est toujours les particuliers. Ah d'accord, très bien. On regarde les autres tableaux qui sont passés en vente, on regarde les autres tableaux qui sont dans les musées, on regarde la constitution du musée, et puis on se dit, bon, bah, c'est une bonne idée finalement d'acheter ce tableau de Soulages parce qu'on a des éléments qui nous laissent supposer que le marché peut un peu augmenter. Il se trouve que le marché a augmenté et a fait x10 pour les tableaux qui étaient tardifs, les outres noirs, et qu'aujourd'hui un gros outre noir, ça vaut 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions d'euros. Bon, bah, y a qui après Soulages qui sont les grands héros de l'art abstrait, cette abstraction lyrique ou cet expressionnisme abstrait qui peut exister en Europe? Bah, on a Hans Hartung, on a Mathieu. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le second couteau. On regarde Soulages et puis on se dit, bon, bah, après Soulages, maintenant que ça vaut plus de 300 000 mais ça vaut 2 millions, est-ce que je suis prêt à passer à côté du prochain Soulages? Bah, c'est qui le prochain Soulages? Alors on regarde Hans Hartung. Et on voit que finalement, c'est pas très cher. Hans Hartung, sur les œuvres tardives, etc., on se dit, ah tiens, il y a peut-être un réarbitrage de marché à opérer. Et puis, bah, Hans Hartung, maintenant que ça vaut cher, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Georges Mathieu. Ah, bah, on va voir Mathieu, est-ce que ça opère, etc. Et en fait, on descend comme ça. Donc, si vous voulez, quand tu vois le marché de Soulages augmenter et qui lui-même n'est pas au niveau par rapport à ses homologues américains, tu peux dire que l'artiste qui arrive juste après, qui est aussi important historiquement, qui a participé aux mêmes grandes expositions, qui est défendu par les mêmes grands marchands, eh bien, des éléments extérieurs, ça plus des grosses expositions de musées à venir et des marchands costauds qui s'intéressent à l'artiste et qui souhaitent reprendre les successions et les organiser, eh bien on peut supposer qu'il va y avoir des évolutions de marché. C'est là que c'est bien d'avoir des bases et connaître son histoire de l'art et connaître toutes tes œuvres, parce que finalement c'est ça qui te fait anticiper les choses, quoi. Mais c'est exactement cette expertise-là qu'on veut expliquer, sur laquelle on veut offrir de la transparence, des clés de lecture, etc. C'est ce qui est passionnant pour comprendre comment l'investissement se fait, mais aussi c'est ce qui est passionnant pour nos clients qui ont envie de se perfectionner ou d'en apprendre un peu plus sur l'écosystème de ce marché-là. Ouais, non, mais c'est vraiment très chouette. Sur la partie fiscalité, peut-être comparer l'investissement direct dans l'art et l'investissement via Matisse. Je parle d'investissement direct dans l'art, la fiscalité si tu veux bien, la fiscalité dans Matisse, dans direct, elle est assez, en tout cas, alors dans le monde, elle est assez favorable aux clients collectionneurs, et en Europe et en France en particulier. Je rappelle qu'il n'y a pas d'uniformité fiscale en Europe, c'est-à-dire qu'un client italien qui revendrait pourrait ne pas payer d'impôts. Voilà. En France, on a une fiscalité tout de même qui est très attrayante, puisque le client particulier, au moment de la revente de sa pièce, aura un choix fiscal à faire, un choix qui est déclaratif, qui n'a rien à voir avec son impôt sur le revenu. Soit il va s'acquitter de ce qu'on appelle la taxe forfaitaire, qui est de 6,5% du prix de vente. Il achète 100, il vend Y, il vend 200 ou il vend 50, il paiera 6,5 sur les 50 ou sur les 200. C'est un calcul qu'il devra faire entre son prix d'achat et son prix de vente. Quid de s'il n'a pas de prix d'acquisition, en l'occurrence, est-ce qu'il en a hérité par exemple? Eh bien, dans ces conditions où le tableau, il lui a été donné par un artiste, il a la chance d'être très ami avec Soulages en 53, voilà, Soulages lui a donné un tableau qui maintenant vaut 1 million, eh bien, il n'a pas d'élément de provenance, il ne peut pas prouver l'origine, si vous voulez, financière, l'origine du tableau, il n'y a pas de facture, et donc il devra s'acquitter de la taxe forfaitaire, soit 6,5 du prix de vente. Il y a une autre possibilité qui est celle de la fiscalité des plus-values mobilières, ce qu'on appelle le régime général, qui lui est de 36,2% sur la plus-value.
Donc on prend le prix de vente, on prend le prix d'achat, ça fait une différence. On enlève tous les frais afférents à la gestion du tableau, éventuellement un transport, un encadrement, une restauration pendant la vie du tableau. Ça fait une plus-value brute. Et cette plus-value brute, on vient lui soustraire 36,2% avec un abattement de 5% par an à partir de la 3e année. Donc après 22 ans de détention, il n'y a plus d'impôt à payer. Voilà. C'est un choix que le client particulier fait, soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas parce qu'on a une facture qu'on doit obligatement prendre le régime général. Là, on a un client qui fait une plus-value en 1 an et 1 mois de 160% de son acquisition. En tant que personne physique, eh bien, on va lui conseiller d'opter pour la taxe forfaitaire et surtout pas pour le régime général. Il y a des petits arbitrages, mais c'est pas un paradis fiscal. C'est quand même taxé. Et en France, on avait l'impression qu'il y avait une fiscalité associée aux œuvres d'art qui était très particulière. Et c'était beaucoup lié à l'ISF. Mais comme l'ISF n'existe plus, parce que les tableaux et les œuvres d'art sortaient de l'assiette taxable de l'ISF, mais depuis que l'ISF n'existe plus, il n'y a pas tellement de sujet. Il y a toujours l'immobilier qui est taxé sur ces valeurs. Mais effectivement, il y a des mécanismes qui restent intéressants aussi pour les chefs d'entreprise parfois. Il y a encore des mécanismes qui sont intéressants. Sur les titres Matisse, c'est taxé au prélèvement forfaitaire unique, comme les titres qu'on peut détenir en bourse, comme d'autres placements financiers. C'est un placement financier très simple. Voilà. Ouais, 30% flat tax. C'est ça. C'est bon, quoi. Et sur les parties garanties, on n'en a pas parlé, mais est-ce que il y a des garanties quand même, puisque c'est une obligation? Est-ce qu'on est garanti sur... on détient une obligation d'une société qui détient les œuvres. Il n'y a pas un lien direct entre nous et les œuvres. Comment ça s'organise? Les obligations il y a une option de conversion qui peut s'exercer au bout de 5 ans. Et ça, on l'a créé pour protéger les intérêts des investisseurs et leur montrer qu'on s'aligne complètement avec eux. C'est leur société, et s'ils estiment au bout de 5 ans qu'on n'aurait pas revendu l'œuvre et qu'ils souhaitent remettre la main sur l'actif de manière collective, donc devenir coactionnaire de cette société qui détient l'œuvre, ils ont la possibilité de le faire, donc de convertir leurs obligations en actions, et de devenir coactionnaire de cette société qui détient l'œuvre. Donc on a voulu préparer les choses pour que dans un cas, le pire des cas, ils aient au moins la copropriété de l'œuvre, même si leur objectif est de la revendre, mais voilà. Dans les faits, c'est quand même un peu casse-gueule ce genre de truc, non? Pourquoi? Quand je dis ça, j'imagine que si on est minoritaire, qu'on a une obligation convertible, on la convertit, on est actionnaire. On n'a peut-être pas tout le monde il faut peut-être une majorité pour décider quelque chose. Est-ce qu'il faut des assemblées, des choses comme ça? On est copropriétaire d'une œuvre, donc ça implique, comme quand on est coactionnaire d'une entreprise, qu'il y ait des masses et qu'il y ait des majorités qui s'exercent. C'est pour le pire des cas, mais... Oui, c'est un peu le pire des cas. C'est-à-dire que la vocation, elle est quand même d'opérer de la plus-value et pour nous de créer un récurrent chez le client. Et de démontrer qu'on achète et qu'on vend, parce que le bien vendre une œuvre d'art, on a passé les dernières l'heure passée à expliquer comment ça se passe. Un privé dans son coin aura du mal à revendre une très belle œuvre de Jean Dubuffet, peu importe qui, mais donc cette expertise-là de marché, c'est quand même les équipes de Matisse. Donc c'est la job. Non, et puis après, je pense que c'est un actif vraiment financier, donc les intérêts des actionnaires, pour le coup, des détenteurs d'obligations, il est complètement aligné, alors que dans une formule plus, on détient de l'art un petit peu aussi, pas pour soi-même, là, il peut y avoir plus de divergence sur qu'est-ce qu'on en fait, quoi, parce que... Alors que là, l'objectif est clair. On fait de l'argent avec. Exactement. Après, on s'intéresse aussi, on a compris qu'il y avait la partie aussi. Bon. D'ailleurs, vous allez étendre cette partie, justement, de donner la possibilité aux personnes d'avoir accès à un peu plus de connaissances sur le marché de l'art. Il y a plein de petites surprises, il y a plein d'expériences dont on n'a pas parlé là, mais il faut s'inscrire sur matisse.club pour ça. D'accord. Mais effectivement, pour nous, c'est un actif qui est très rentable et ça attire beaucoup de monde. Mais l'expérience qu'on fait vivre aux clients, en tout cas ceux qui ont envie de s'engager sur ces sujets, ils aiment beaucoup ce qu'on leur offre.
Super, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources peut-être que vous pourriez nous faire partager en fait, pour déjà comprendre un peu mieux ce marché, peut-être qui est assez opaque encore, enfin qui est assez peu connu, et puis après aussi sur on te partagera 2-3 ressources que tu pourras mettre en lien si tu fais ça. Avec plaisir. Si j'ai un conseil à donner, si je me permets de donner un conseil à quelqu'un qui s'intéressera à ce marché, d'abord c'est de comprendre comment se forme la valeur et d'aller au musée. C'est aussi con que ça, mais en fait, d'aller au musée, ça permet d'avoir une idée de qui fait quoi quand et l'histoire des formes. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'œuvres d'art, mais la réalité, c'est que si Picasso arrive à faire ce qu'il fait, Picasso qui peignait comme Raphaël à l'âge de 16 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Une raison qu'il est intéressant de comprendre parce que du coup il a fait évoluer la forme et il a été regardé par d'autres artistes qui eux ont continué à faire évoluer les formes, etc. Donc d'abord comprendre le pourquoi des œuvres, c'est intéressant, ne serait-ce que intellectuellement, philosophiquement, et puis si on voit des choses qui sont belles, bonnes ou bien, c'est toujours mieux humainement. Et ensuite, aller dans les galeries, regarder comment est-ce que ces gens font leur travail, aller dans les sociétés de vente aux enchères, Sotheby's, Christie's, on a la très française Arcurial, et puis aller à Drouot pour des prix qui seront pour la plupart plus bas. Mais c'est intéressant aussi, donc tout ça, c'est des milliers d'œuvres qui sont à disposition de tout le monde, et c'est déjà une très bonne approche. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu des sanctuaires, ces endroits-là, alors que c'est... La première barrière, elle est sociale. C'est catastrophique, mais la première barrière, elle est sociale parce que l'ouverture, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller au musée. On a essayé un musée gratuit, le premier dimanche du mois, etc. La réalité, c'est que ça ne change pas vraiment la sociologie des gens qui vont au musée. Donc, c'est très compliqué C'est des problématiques très complexes, on sent un peu notre sujet, mais à la fois de vouloir... étendre au plus grand nombre l'œuvre d'art et l'accession à l'œuvre d'art sans diminuer la qualité, sans paupériser en fait, sans diminuer la qualité de la proposition artistique qui fait la renommée du musée aussi. Donc il y a cet enjeu que le musée contemporain auquel il doit faire face, qui est très complexe, mais non, c'est accessible à tout le monde. Allez dans les musées, prenez le temps de vous renseigner. Si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Essayez de comprendre pourquoi. Et puis, encore une fois, à Drouot, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez y aller, vous levez la main, vous pouvez acheter des trucs à 20 balles comme des trucs à 10 millions. C'est possible. Faites-vous plaisir, renseignez-vous et amusez-vous. Super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup ? Est-ce qu'il y a des... Matisse.club. Excellent. En plus, c'était synchro, c'était magnifique. Matisse.club, c'est parfait. Je crois que je l'ai fait hier sur net, je suis tombé sur... c'est assez select, il y a juste mettez votre adresse ou mettez votre code plutôt invité. Donc c'est comme ça que ça se passe, on rentre sur le site. Et exactement, et on s'occupe de toi pour t'expliquer tout par la suite. Ça marche. Bon, super, François Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!